GLQ 1100, Géologie générale, chapitre 14, Histoire géologique du Québec, module 2, Orogenèse du Nouveau-Québec et de la baie du Thon. L'érosion des terres émergées de la province du Lac-Supérieur avait construit une importante plateforme de sédiments sur les bordures demeurées inactives, c'est-à-dire sans activité de subduction. Mais un jour, il y a 1,6 milliard d'années, il y a des microcontinents qui sont rentrés en collision avec ces marges demeurées longuement inactives. Et là, ben, les plateformes sédimentaires ont été plissées, soulevées pour former des chaînes de montagnes et de nouveaux terrains géologiques se sont rajoutés aux continents en formation. Dans un premier temps, allons voir dans les notes de cours où est-ce que c'est situé. Bon, on regarde cette fois-ci la figure de droite. On voit en gris la province du Lac-Supérieur qu'on a décrit précédemment. C'est la partie du continent qui présentement existe. En couleur, c'est la nouvelle partie qui vient de se rajouter. Et en blanc à droite, eh bien, ça n'existe pas encore. C'est là juste pour le repérage géographique. Fait intéressant, on remarque dans la structure des nouvelles formations qui sont en train de se rajouter, une structure très semblable à ce qu'on avait vu dans la province du Lac-Supérieur. Regardez, on voit une ceinture de roches vertes. C'est un lambeau de plancher océanique qui a été pincé dans la fermeture. Des roches métasédimentaires qui sont représentées par la couleur jaune et la couleur brune ici, et qu'on voit un petit peu ici aussi. Et dans des tons de rouge et de rose, ce sont des terranes et des microcontinents qui ont participé à la collision, qui ont causé les plissements qu'on a ici. Bon, eh bien, on a un contraste tellement grand entre ces deux terrains-là qu'on peut voir directement ce contact géologique-là simplement à l'aide de Google Earth. Allons voir ça immédiatement dans Google Earth. On va commencer par l'orogenèse du Nouveau-Québec. Regardez, on a un contact oblique ici. À gauche, ce sont les gneiss de la province géologique supérieure. Et à droite, les roches sédimentaires déformées et métamorphisées de l'orogenèse du Nouveau-Québec. On voit que ça se prolonge en direction du nord. En fait, ça se rend jusque de la baie de Ngava. Regardez, on a encore un contraste très contrasté entre les gneiss de la province du Lac-Supérieur à gauche et les formations plissées de l'orogenèse du Nouveau-Québec. Et on peut suivre ça jusqu'à la limite de la baie de Ngava. Voici une autre vue de la même chose ici. Maintenant, pour l'orogenèse de la baie du Thon, c'est pas aussi contrasté, mais c'est tout aussi net. Au sud, la province du Lac-Supérieur et la ceinture de roches plissées de l'orogenèse de la baie du Thon, ici. Bon. Maintenant, comment était l'environnement il y a 1,6 milliard d'années? On sait que des formes de vie sont apparues dès le début de l'Archéen. C'était des organismes unicellulaires qui ne se fossilisent pas facilement, d'autant plus que c'est microscopique. Mais à certaines époques, certains de ces organismes sont devenus si abondants qu'ils ont modifié leur environnement en y laissant une trace chimique distinctive.
Donc, on ne retrouve pas la forme de vie, mais on voit le signal chimique. On pense en particulier aux premiers organismes photosynthétiques qui ont libéré de l'oxygène dans un environnement qui n'en contenait pas. Parmi ces unicellulaires survivants de cette époque lointaine, on peut citer les stromatolites et les cyanobactéries. Un mot sur la composition des océans primitifs. Quand on était dans les premiers moments de l'histoire de la Terre, il n'y avait pas d'oxygène libre ni dans l'atmosphère, ni dans les océans. Donc, on était dans un environnement réducteur. Et on sait que l'élément chimique fer, ça fait partie des éléments majeurs de la croûte terrestre. Et quand on est dans un environnement réducteur, le fer peut exister à l'état de fer ferreux, soluble dans l'eau. Donc, on est bien certain que le fer faisait partie de la salinité des océans primitifs. Mais si on ajoute de l'oxygène à une solution de fer ferreux, presque instantanément, le fer ferreux se transforme en fer ferrique et précipite sous forme d'oxyde rougeâtre. Et là, bien, dans les fonds océaniques de cette époque, où le fer ferreux précipitait sous forme de fer ferrique, là où c'était préservé à l'intérieur des collisions de continents, c'est là qu'on retrouve aujourd'hui ce qu'on appelle les gisements de fer de classe mondiale. Allons voir quelques figures pour illustrer tout ça. On va commencer par cette figure. Bon, c'est une figure tirée d'une publication de la Commission géologique du Canada qui s'intitule « 4 milliards d'années d'histoire, le patrimoine géologique du Canada ». On lit ça de bas en haut. En bas, on a le temps géologique. L'histoire commence il y a 4,5 milliards d'années. On a successivement l'Aldéen, l'Archéen, les temps protérozoïques et le Phanérozoïque actuel. Et là, bien, la deuxième colonne, ça montre la précipitation d'oxyde de fer dans les sédiments des fonds océaniques. On voit, ça forme des pics et c'est suivi par des périodes là, silencieuses. Eh bien, quelle est la cause de ces pics-là? Eh bien, on est bien certain que la seule cause connue, hein, c'est l'apparition de formes de vie qui faisaient la photosynthèse. Des formes de vie capables de dissocier le CO2 dissous de l'eau de mer pour conserver le carbone pour faire leur biomasse et rejeter un déchet toxique dans l'eau de mer. On s'entend toxique pour les organismes qui vivent en milieu réducteur, l'oxygène. Mais heureusement, la chimie de l'eau de mer pouvait réagir immédiatement avec ce gaz toxique. Et là, en précipitant le fer ferreux sous forme de fer ferrique, eh bien, ça nettoyait immédiatement l'environnement. Et ces organismes qui vivent en milieu réducteur ont pu faire de nombreux essais là, de pics d'abondance comme ça ici. On pense bien là, que ça produit beaucoup d'oxygène, les formes de vie syntaxiques elles-mêmes disparaissent pendant un certain temps et hop, de nouveaux essais. Mais à la fin, à force de répéter les essais, hein, on a fini par épuiser la réserve de fer dans les fonds océaniques. La réserve de fer dissous, c'est-à-dire dans l'eau de mer, qui précipite par la suite dans les fonds océaniques. Quand on est arrivé à la fin des temps archéens, début du Protérozoïque, on a eu un pic ici, et c'est comme si on avait manqué de fer dans les fonds océaniques. Une partie de l'oxygène a commencé à passer dans l'atmosphère. Oh, on a appelé ça la grande oxydation. Pourtant, c'est un tout petit pic. Petit pic peut-être, mais il faut se souvenir que ça fait déjà presque 2 milliards d'années qu'il y a des formes de vie primitives qui vivent dans un environnement réducteur. Ces formes de vie sont très dépendantes de leurs conditions environnementales. Et hop, il commence à y avoir de l'oxygène toxique qui apparaît dans le système.
eh bien, ça a dû causer de nombreuses hécatombes et ça a pris une longue durée avant que de nouvelles formes de vie évoluent pour, s'adapter à cette nouvelle réalité, la présence d'oxygène dans la composition des océans et dans la composition de l'atmosphère. Et même vers la fin du Protérozoïque, des nouvelles formes de vie animale qui, elles, ont besoin d'oxygène pour leur physiologie sont apparues. Et changement d'air géologique important, on est passé au Phanérozoïque. Sur le graphique d'en haut, on a cartographié l'abondance de la seule forme de vie unicellulaire photosynthétique. Donc, on peut raisonnablement connaître l'abondance dans le passé. C'est dû au fait que ce sont les stromatolites, hein, et les stromatolites ont la capacité de produire des couches de calcite, de précipiter la calcite à partir de la composition de l'eau de mer. Donc, ce voile de bactéries qui vit sur les surfaces rocheuses là, va précipiter couche par couche des couches de calcite et ça va laisser des structures concentriques identifiables. En fait, ça faisait longtemps qu'on connaissait les stromatolites, là, mais c'était longuement un sujet de discussion. Est-ce d'origine biologique ou d'origine physico-chimique? Eh bien, juste d'après les structures, on ne peut pas répondre à la question. C'est simplement des couches concentriques que l'on voit. Il n'y a pas d'évidence de structure organique là-dedans. Mais c'est grâce au fait que ces formes de vie-là existent encore en Australie. Dans certaines lagunes d'eau très salée en Australie, il y a encore des survivants de cette forme de vie ancienne qu'on appelle les stromatolites, là. Et c'est par comparaison que ces formes actuelles et les formes anciennes qu'on a pu reconnaître que ces structures-là appartenaient à une forme de vie qu'on appelle les stromatolites. Voici l'apparence des sédiments marins des temps protérozoïques, hein, les grands moments où les oxydes de fer précipitaient dans les fonds océaniques. Ça provient d'une mine de fer en exploitation dans la région de Shefferville. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est des couches où alternent les oxydes de fer noirâtres et les oxydes de fer rougeâtres. Les couches rougeâtres sont plutôt de l'hématite et on trouve une certaine proportion de silice à travers tout ça. Comme il y a plus que 50% d'oxyde de fer dans la composition, même de fer dans la composition, eh bien, c'est directement du minerai. Donc, on n'a pas besoin de concentrer. C'est directement chargé dans des wagons qui sont des wagons de chemin de fer qui ramènent ce minerai dans la région de cette île pour sa transformation en acier. Voici un autre échantillon pris dans la région de Shefferville aussi, où plus spectaculaire, hein, la proportion d'hématite est encore plus grande et ça donne une couleur très, très rouge à la roche. Dans ces environnements-là, les roches sont d'un rouge tout à fait étonnant. Maintenant, les stromatolites, on est toujours dans la région de Shefferville, dans un endroit où on a des affleurements de roches carbonatées. Et par endroits, on voit sur la surface, regardez, des structures concentriques. Ici, ici, ici. On a un marteau ici pour donner l'échelle. Et là, c'était la structure que je vous ai dit, là. Quelle est l'origine de ces structures concentriques? Est-ce biologique, là? Est-ce simplement de la précipitation chimique? Pourquoi c'est concentrique, là? Bon, eh bien, la question est demeurée sans réponse jusqu'à temps qu'on fasse l'association avec des stromatolites qui vivent encore en Australie. Voici une photo qui provient de la même publication de la Commission géologique, là, des stromatolites actuels en Australie. Regardez, ce sont ces cailloux bien arrondis. Il y a un petit film de bactéries gélatineuses un petit peu là, qui les rend glissantes. Là. Des grains de sable peuvent coller à ce gel-là et les bactéries précipitent de la calcite. Donc, on a des couches de calcite qui se rajoutent et à la fin,
Ça fait ces formes rocheuses ovoïdes. Si on les coupe par le milieu, on voit des couches concentriques comme on voyait dans la photo précédente. Bon, eh bien, ceci complète ce deuxième module sur l'orogenèse du Nouveau-Québec et de la baie d'Hudson.